je m'en accueillir Magali Moreau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du groupe laboratoire microbiome, recherche avancée chez L'Oréal. Et donc, on va parler du microbiome de la peau. Donc, on va voir le timer. Donc, essayez de respecter les 15 minutes, qu'on ait vraiment 10 minutes pour les questions, parce que ça passe très vite. Et voilà, on aimerait bien ces échanges. Oui, je vais faire de mon mieux. J'ai préparé que vraiment quelques petites slides. Moi, j'attends vraiment vos questions. En tout cas, je vous remercie de m'avoir invité, de parler de ce microbiote de la peau, parce que finalement, il y a beaucoup de recherches sur le microbiote de l'intestin. Ça implique beaucoup de conséquences sur la santé humaine, mais le microbiote de la peau, c'est pour moi tout aussi fascinant, parce que c'est aussi une interaction qu'on a avec notre environnement, avec la pollution, l'UV, et puis sur l'apparence de notre peau qui nous intéresse. Donc je vous propose de le rencontrer. On a déjà vu ce que c'était que les microbes un peu plus tôt. Celui de la peau, il est essentiellement bactérien. On a essentiellement des bactéries de type... Vous avez 3 types de bactéries qui représentent, j'allais dire, presque 80-90% des bactéries de la peau. Le Cutibacterium, le Staphylocoque et les Corynebacterium. On a des levures pour à peu près 5 à 10%. La levure principale, ça va être Malassezia, à peu près en majorité. Après, on a différents sous-types, on va rentrer un peu dedans. Et puis, au niveau des virus, on a ce qu'on appelle des phages. Donc, c'est ces objets que vous voyez un peu à droite qui ressemblent un peu à des soucoupes volantes, un objet lunaire. Ce sont vraiment des virus qui ne vont infecter que des bactéries et qui sont très nombreux sur la peau et qui permettent finalement de maintenir un peu, j'allais dire, la communauté dans un équilibre entre elles et puis après avec la peau. Si on regarde à la surface de la peau, donc vous avez à gauche en fait une photo par microscopie électronique, puisqu'on ne peut pas les voir à l'œil nu, d'une cellule de la peau. Donc on a fait, si vous voulez, un peu un scotch, donc vous avez presque un négatif de ce qui se passe. On peut voir en fait des staphylocoques, qui sont donc des formes très rondes, sur une cellule de la peau, un cornéocyte du stratum corneum. Finalement, on n'en voit pas beaucoup, et pourtant, on a 1 million de microbes par centimètre carré de peau. Par contre, par rapport à l'intestin, la peau, c'est presque un désert, parce que l'intestin, c'est un peu la forêt tropicale, il y a du mucus, il y a de l'alimentation, il y a plein de choses. Là, la peau, c'est le désert, on est face à l'air, c'est assez sec, il n'y a pas beaucoup d'alimentation, c'est un petit peu de sébum, mais finalement, pas beaucoup d'opportunités de proliférer. Donc on peut quand même voir certains staphylocoques. Et puis ce qu'on peut voir surtout sur la partie de droite, on voit les levures, les Malassezia, qui sont beaucoup plus gros. Donc là, c'est sur un autre endroit de la peau, parce que ce qu'on va voir, c'est que je parle du microbiote de la peau, mais on pourrait parler des microbiotes avec un S de la peau. Parce que comment on étudie finalement, nous, le microbiome de la peau, et puis j'allais dire depuis longtemps, on connaît cette technique très pasteurienne, c'est qu'on va aller prendre un échantillon en surface de peau avec un écouvillon, de la même façon que vous allez faire votre test Covid à l'intérieur du nez. On va pouvoir mettre ça sur un milieu nutritif et regarder au bout de quelques jours comment on va pouvoir avoir une colonisation de certaines bactéries. Ce qu'on voit tout de suite là, alors qu'on a pris des échantillons sur la peau, sur différents endroits du corps, c'est que finalement, on a des densités très différentes, par exemple sous les aisselles, c'est très dense, par rapport à une zone beaucoup plus sèche comme l'avant-bras, où là, on a très peu de densité, donc très peu de ronds qui correspondent à des colonies individuelles de bactéries. Et puis, ce qu'on peut aussi voir, c'est que la forme, finalement, la taille de ces colonies sont très différentes, parce qu'on va aussi avoir différents types de bactéries qui colonisent différents endroits de la peau. Alors là, c'est une vision très, j'allais dire, traditionnelle pasteurienne de la microbiologie de la peau. Mais finalement, on est capable aujourd'hui que de faire pousser que 10% de ce qui existe vraiment comme microbe de la peau. Et vraiment, la connaissance du microbiome de la peau, il est venu de la rupture technologique du séquençage, de la génétique, qui nous a permis d'aller pouvoir rentrer un peu plus loin et de pouvoir connaître l'ensemble des milliers d'espèces du microbe de la peau qui ne sont pas cultivables aujourd'hui. Je vous fais une représentation. Ici, c'est un papier qui date depuis quelques années, mais j'aime beaucoup cette représentation. C'était une analyse finalement sur un très grand nombre de points du corps humain,
où après on a pu mettre finalement le matériel génétique de ces différentes bactéries par rapport à leur localisation. Et on voit très bien par exemple que les staphylocoques sont présents dans des zones plutôt sèches au niveau du main, au niveau de l'avant-bras, bien évidemment un petit peu sur le visage. Plus le point est rouge, plus la quantité est élevée. Et par contre, sur les zones grasses, donc ce qui va être le haut du dos, la partie visage, même le cuir chevelu, on va plutôt avoir des Cutibacterium qui ont tendance finalement à s'alimenter, j'allais dire, du sébum et du coup des zones grasses. Et puis le Corynebacterium, il se retrouve un petit peu partout dans les différentes zones du corps. On a finalement 3 types de zones et du coup 3 types de microbiotes sur la peau, dirigés donc par, j'allais dire, l'environnement écologique, des zones grasses, les zones humides et les zones sèches. Ce qu'on voit sur la partie de droite, c'est une représentation un peu du résultat du séquençage du microbiome sous forme de camembert ou sous forme de bar graphe. Une couleur représente un microbe. Ce qu'on peut voir par exemple sur une zone grasse, c'est qu'on va plutôt avoir un type finalement de levure, c'est le Malassezia, c'est le rond violet, et puis une grande proportion de Cutibacterium, c'est la couleur verte sur le camembert des bactéries. Si on passe sur des zones sèches, on va avoir des proportions un peu différentes de ces différentes bactéries. Ce qui est intéressant sur la partie tout à droite, c'est là on va avoir 4 individus, 1, 2, 3, 4, et on va aller un peu plus loin que d'aller nommer qui est là, c'est-à-dire est-ce que c'est un Cutibacterium, un Cutibacterium acnes. On va aller un cran plus loin, on va aller chercher les sous-types et chaque couleur représente un sous-type différent. Et là, ce qu'on voit, c'est que finalement, on a tous un microbiome assez différent, on a tous une empreinte microbienne différente qui va avoir finalement parfois des conséquences sur l'apparence et la qualité de la peau. Alors, quand on représente finalement le microbiome, que je vous ai dit, on représente sous forme de bar graphe, on va avoir une couleur, un type de bactérie. On voit bien la différence entre les zones grasses et zones sèches. Et puis le microbiome, il est surtout de la peau, il est très influencé finalement par votre qualité de vie et un petit peu votre environnement. Il est acquis, comme l'a précisé Joël, à la naissance et il va évoluer tout au long de votre vie. Alors, il y a 3 grands événements avant qu'on rentre sur il y a 3 grands événements, j'allais dire, sur la vie qui vraiment changent le microbiome de la peau. Ça va être, bien évidemment, la naissance, c'est la première colonisation, qui est essentiellement staphylocoque. Ensuite, la puberté apporte un grand changement, puisqu'on va avoir une production de sébum et du coup l'apparition des Cutibacterium en plus grand nombre et des Malassezia. Et puis enfin, la ménopause, où là, on va aussi avoir un autre changement au niveau hormonal et au niveau de la qualité du sébum qui va engendrer des différences du microbiome de la peau. Là, c'est une étude qu'on avait publiée il y a quelques années qui avait regardé un peu l'effet de l'âge sur le microbiote de la peau. Et ce qu'on voit donc, quand on étudie ces groupes de femmes donc entre 18 et 70 ans, c'est que plus on avance dans l'âge, moins on a de Cutibacterium, c'est le bleu clair, et plus on a une diversité importante. Alors ça a du sens, sachant qu'on a un sébum qui aussi diminue avec l'âge. Mais ce qui était très intéressant, je ne l'ai pas mis là, j'avais peur d'avoir trop de slides, c'est qu'on a aussi fait des études sur des grands nombres de femmes qui sont exposées à la pollution en Chine et qui ont une qualité de peau un peu différente. Et ce qu'on a trouvé assez intéressant, c'est qu'à âge égal, des gens en zone polluée, finalement, avaient un microbiome de la peau qui ressemblait très fort aux femmes les plus âgées, alors que quand on avait une zone moins polluée, on avait un microbiome qui ressemblait plus à leur tranche d'âge. Et au niveau de la qualité de la peau, on a finalement retrouvé la même chose, c'est-à-dire qu'on a trouvé finalement des signes de l'âge apparents. Là, c'était une population en Chine, donc on avait plutôt des taches d'âge plus que des rides. On a trouvé aussi finalement non seulement une composition du microbiome de la peau, mais aussi une fonction qui est différente. C'est vraiment ce qui nous intéresse en ce moment, c'est vraiment cette symbiose, c'est de comprendre comment le microbiome parle avec la peau, comment il fonctionne, et ça, c'est via les petites molécules. Alors, le microbiote de la peau, on a déjà évoqué un petit peu le rôle globalement du microbiome sur le corps humain. Pour nous, il a vraiment 3 rôles très importants dans la communauté scientifique qui s'intéresse au niveau de la peau. Un rôle essentiel de protection.
puisque finalement, il est vraiment en face avec l'externe et il active cette protection en activant ce qu'on va appeler une barrière chimique. Il va y avoir production de petites molécules très acides, de peptides antimicrobiens, qui finalement vont créer un milieu qui est très défavorable aux pathogènes. Donc ça va vraiment nous protéger de la présence pendant trop longtemps de microbes qui ne sont pas des résidents de la peau, tout ce qu'on va appeler les pathogènes. Le deuxième, ça va être un rôle très important d'éducation de l'immunité. On en a parlé pour le microbe de l'intestin, mais c'est vrai pour la peau. C'est-à-dire qu'il va vraiment éduquer le système immunitaire à reconnaître ce qui est le soi du non-soi. Et ça, on l'a vu, on voit ces effets notamment sur des études épidémiologiques dans des milieux urbains versus, on va dire, des milieux plus agricoles, où le microbiote de la peau est vraiment plus appauvri, j'allais dire, dans ces milieux urbains. Et on voit apparaître en fait aussi une immunité qui est moins forte et l'apparence ici pour le coup sur la peau d'inflammations chroniques que sont l'eczéma. Donc une grande proportion d'eczéma qui est liée justement à une baisse de cette diversité et à une surcolonisation de certaines bactéries. Et le troisième aspect qu'on étudie énormément dans les laboratoires, c'est l'aspect sur la barrière. Pour nous, c'est un petit peu différent, j'allais dire, même s'il y a des mécanismes qui sont communs avec celui de l'intestin, puisqu'on n'a pas la barrière mucosale. Donc on va avoir des modèles où on va prendre des microbes de la peau et des modèles de peau reconstruits que nous faisons dans les laboratoires. Et on va vraiment pouvoir aller mesurer ce que certains microbes peuvent avoir comme effet sur la barrière, puisqu'on va pouvoir regarder l'épaisseur de cette barrière épidermale. On va pouvoir regarder finalement quelle est sa force en termes de capacité à laisser passer certaines molécules. Et ce qui est intéressant, ce qu'on a publié cette année, notamment sur l'eczéma, c'est que si on prend la même bactérie, un Staphylococcus epidermidis d'une personne saine versus un Staphylococcus epidermidis d'une personne qui a de l'eczéma, on va avoir une différence énorme sur l'impact sur la barrière qui va être assez dégradée quand on prend la souche qui vient de l'eczéma. Donc c'est vraiment très important pour nous d'aller plus loin que de faire une constatation de qui est sur la peau, mais d'aller vraiment un cran plus loin sur ce qu'il va faire et les conséquences après sur l'apparence de la peau. Donc le microbe et la santé de la peau. Donc on connaît maintenant finalement les grands désordres de la peau qui sont associés à aussi un déséquilibre microbien. Ça va être le cas donc de l'eczéma. Je viens de le citer. C'est un modèle de peau qui est très intéressant pour nous, non seulement parce que c'est vraiment un problème, j'allais dire d'esthétique, mais un problème de santé publique en fait, puisque ça touche énormément d'enfants et d'adultes. Et pour lequel on a effectivement un déséquilibre microbien important. L'acné est un déséquilibre aussi microbien, entre autres. Il y a d'autres facteurs physiopathologiques inflammatoires aussi sous-jacents. Mais on va avoir ici des sous-populations de Cutibacterium qui sont associées à différentes sévérités d'acné. Et c'est ce qu'on étudie aussi dans des cohortes de grand nombre avec différentes sévérités d'acné. La peau sensible et également la pellicule qui lui est associée à une surcolonisation de certains types de malacésia au détriment aussi d'une population bactérienne. Alors les perspectives qu'on voit justement sur non seulement sur traiter, prévenir, accompagner les gens qui ont les désordres que je viens de citer, c'est aussi les possibilités finalement de proposer, de découvrir des molécules pour des produits d'application topique qui vont avoir des effets bénéfiques sur le microbiome pour le renforcer par rapport à la pollution, par rapport à des effets sur la barrière, par rapport à l'âge, bien évidemment, qui nous intéresse, mais aussi des opportunités de diagnostic. Alors, je rejoins Joël, on n'est pas encore en capacité d'aller plus loin que de vous dire quel est votre microbiome, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon, mais on a quand même aujourd'hui, sur des conditions de peau et du cuir chevelu, des capacités j'allais dire, de prédire un peu ce qui va arriver. Ce qu'on sait, par exemple, sur l'eczéma, c'est que la surcolonisation du staphylocoque doré, notamment sur les eczémas sévères, précède la crise. Donc quelqu'un qui vraiment essaie de vivre avec cette maladie chronique de la peau, pouvoir l'accompagner et prévenir qu'il y a une montée du staphylocoque, et notamment du staphylocoque doré, c'est peut-être une façon aussi d'attirer son attention sur finalement un traitement préventif de la peau. Et la même chose est vraie pour la pellicule. La surcolonisation de malacésia précède le signe clinique de la démangeaison
et finalement de la production des flakes, bon, je suis désolée, des pellicules, pardon. Voilà, je vais m'arrêter là et puis j'accueille vos questions. Oui, et je suis sûr qu'il y en aura beaucoup. Allez, on commence. Qui veut prendre la parole? Et merci pour votre présentation, Magali, absolument. Bien. Allez, on démarre. Alors, où est le micro? C'est parti. Monsieur, bonjour. Bonjour. Une petite question par rapport aux poils. Il y en a beaucoup qui les enlèvent. Il y a aussi l'épilation au laser, je crois. Est-ce que vous avez des recherches par rapport à ça? Alors, on s'intéresse pas mal à la population microbienne dans le follicule pileux parce que c'est une grande source en fait du microbe qui après colonise la surface de la peau. Alors, on s'intéresse pas forcément à l'effet d'enlever les poils, mais là, ce qu'on travaille en ce moment, c'est plus la population microbienne dans le cas de la perte du cheveu, donc de la perte naturelle du poil, parce qu'en fait, finalement, à l'intérieur du follicule pileux, vous avez un peu le meilleur environnement pour avoir ce dialogue entre les molécules microbiennes, les cellules immunitaires qui sont impliquées aussi dans ces phénomènes de perte de cheveux, et puis les cellules souches de la croissance du cheveu. Donc on est en train de regarder plutôt dans un aspect de perte de cheveux, du cuir chevelu. Je n'ai pas vraiment, et je ne pense pas avoir vu d'études sur l'effet, par exemple, d'enlever les poils ailleurs sur le corps. Merci. Allez, une autre question. Monsieur. Rebonjour. Bonjour. Alors, j'ai deux questions. La première, quel est l'impact de notre microbiote cutané donc, sur l'alimentation en utilisant la fourchette ou la cuillère, ou bien on mange à la main? Alors moi, je pense, c'est une question intéressante. Je pense qu'il aura peut-être une influence un peu plus importante sur le microbiome peut-être oral et puis digestif, parce que finalement, là vous parlez du microbiome sur la main et sur, j'allais dire, les zones de contact avec l'alimentation. Et je dirais que ça va avoir une influence relativement de courte durée au moment, puisque finalement, on va aller se laver les mains, on va continuer j'allais dire, des pratiques d'hygiène qui vont enlever, j'allais dire, des microbes transitoires. Donc, je pense que le microbiome cutané, c'est pas sur au le départ, microbiote, c'est-à-dire il n'y a pas de microbes transitoires. Non, mais le microbiote de départ cutané, il est relativement stable, c'est-à-dire qu'on va toujours avoir le même type de bactéries parce qu'il s'est très adapté à ce type au type écologique de la peau. Je ne sais pas s'il y aurait une influence des habitudes alimentaires sur ce microbiote. La deuxième, c'est quel est l'impact de notre état psychique sur notre alimentation, sur le microbiote, et pas uniquement microbiote cutané, même microbiote intestinal. Par exemple, un malade mental, il se nourrit directement dans une poubelle. Alors que des fois, à table, on sent l'odeur de poisson ou de voir, ou bien par vision, un aliment, on a envie de vomir. Et qu'un malade mental, il les voit se nourrir dans une poubelle. Quel est cet impact de ce microbiote par rapport à notre état psychique? Est-ce qu'il y a une relation déjà avant de... Je vous remercie. Merci. Alors, je ne pense pas être la plus... avoir la meilleure connaissance sur ce sujet, mais en tout cas, comme on l'évoquait tout à l'heure, il y a vraiment une relation entre le stress et, j'allais dire, les maladies mentales et globalement le système immunitaire du corps humain, qui après a une influence sur le microbiote à la fois intestinal, mais aussi de la peau d'ailleurs. Donc je ne pense pas qu'on ait aujourd'hui une réponse sur la relation cause à effet, qui est ce que vous aimeriez avoir, parce qu'elle n'est pas facile à avoir. Mais je ne serais pas surprise que globalement, on ait finalement une symbiose qui est pas la même que dans une personne qui n'a pas ces problèmes mentaux. J'aimerais bien qu'on reste sur la peau, vraiment spécifiquement, s'il vous plaît, des questions sur la peau, parce que vous aurez l'occasion de reposer des questions sur l'intestin plus tard. Monsieur, je crois qu'il y avait le micro qui était par là. Allez-y, madame, bonjour. Bonjour. Ma question, c'est est-ce qu'on a un mode d'action, nous, en tant qu'individus, sur notre microbiote cutané?
Par exemple, je ne sais pas, via l'alimentation ou alors des crèmes, peut-être? Alors, via l'alimentation, effectivement, on sait qu'il y a effectivement un dialogue entre le microbiome intestinal et celui de la peau. Alors après, aller vraiment, j'allais dire un petit peu, donner des recommandations très précises, on n'y est pas encore. Mais on peut voir qu'un microbiome intestinal, on va dire, déréglé, va avoir un effet sur celui de la peau. Et on sait également, par exemple, sur des cas un peu plus extrêmes, comme encore une fois dans l'eczéma, on a non seulement un microbiote de la peau qui est différent, mais aussi intestinal. Est-ce qu'on peut avoir une influence? C'est un peu tout le sujet de nos recherches, c'est-à-dire de trouver des molécules qui ont un effet bénéfique et influençable. Alors aujourd'hui, il y a essentiellement, j'allais dire, des petites molécules qu'on va appeler des prébiotiques, c'est-à-dire qu'on va avoir des molécules qui vont favoriser la croissance du microbiote de la peau, et c'est particulièrement intéressant quand on a finalement des micro-agressions sur le microbiote de la peau, j'allais dire tous les jours. On se nettoie et il faut continuer à le faire. On est à l'extérieur et ainsi de suite. Donc on a toujours un petit peu une agression, une micro-agression sur ce microbiote de la peau. Donc avoir finalement des choses qui le nourrissent, on voit un effet bénéfique non seulement sur le microbiote mais aussi sur la barrière de la peau. Après, aujourd'hui, on a aussi travaillé, et c'est maintenant sur le marché, travaillé sur une molécule très très spécifique qui va contrôler le staphylocoque aureus sur la peau, et notamment pour la peau atopique, où encore une fois, il est très lié à l'apparition des lésions d'une peau d'atopie sévère. Donc ça va aussi être une molécule qui va être très intéressante pour contrôler le microbiote de la peau. Mais aujourd'hui, je dirais que sur la peau, on en est encore un petit peu plus au début de comprendre à quel point on peut ou pas ne changer ce microbiome par rapport à l'intestin. Alors, monsieur, bonjour. Oui. Donc j'aurais voulu savoir si vous avez des recommandations sur les fréquences de lavage et sur le gel hydroalcoolique pour la santé du microbiote et pour les défenses immunitaires. Alors, par rapport aux pratiques d'hygiène, que ce soit les gels hydroalcooliques ou les lavages, effectivement, on va avoir un impact ponctuel sur le microbiote et j'allais dire plutôt sur même le microbiote transitoire, tout ce qui va être virus et germes qu'on a envie de se débarrasser. Donc, c'est toujours important de le faire. Par contre, ce qui est effectivement quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est l'utilisation répétée. Et c'est peut-être même pas juste sur le microbiote qui est le plus important, mais c'est sur l'effet de la barrière. On sait que c'est très asséchant. Et donc, on peut aussi avoir, du coup, créer un environnement qui va favoriser, par exemple, la croissance de certains microbes. Aujourd'hui, si vous êtes en bonne santé, votre microbiote de la peau, il est très, très, très résilient. Enfin, je veux dire, un chirurgien qui se nettoie les mains avec la brosse, avec un antibactérien, il va mettre ses gants, 2 heures après, le microbiote, il est revenu sur ses mains comme avant. C'est très, très rapide. Et heureusement pour nous, parce que ça fait partie de notre barrière. Donc c'est très résilient. Donc j'allais dire, on continue finalement d'utiliser ces outils pour se débarrasser des virus transitoires. Et j'allais dire, pour le corps humain, effectivement, une fois par jour, ça me semble suffisant. Et après, ça dépend de la qualité de la peau. Madame. Ah bon, alors vous. Allez-y. Oui, bonjour, merci pour ce partage. Quelles solutions vous pouvez nous donner par rapport à l'eczéma du point de vue microbien pour les personnes qui souffrent d'eczéma à l'heure actuelle? Oui. On voit des choses circuler, voilà, des traitements, des crèmes à base de probiotiques. À l'heure actuelle, quelles sont les connaissances qu'on peut avoir Alors, l'eczéma, c'est finalement la situation de peau où on a le plus de connaissances. Ce qu'on sait, c'est que bon, il y a globalement, j'allais dire aussi, un effet systémique, une immunité qui est altérée chez les personnes qui ont de la dermatite atopique. Mais au niveau de la peau, ce qui est vraiment très important, c'est la qualité de la barrière, parce qu'en fait, c'est de là que tout part. Donc tout ce qui va être des émollients et des choses qui vont nourrir la peau vont permettre de maintenir la bonne barrière et le bon pH. Parce que ce qui arrive dans les crises d'eczéma, c'est que non seulement on a une barrière altérée et du coup on a un pH qui augmente, et ça va être les conditions très favorables pour le staphylocoque de proliférer. Plus il prolifère, plus on a envie de se gratter, plus on se gratte, plus il prolifère. Donc c'est vraiment le cercle vicieux
qu'il faut, j'allais dire qu'il faut arrêter. Donc tout ce qui va être vraiment sur la condition de la barrière, donc des crèmes assez nourrissantes. Et j'allais dire, donc il y a quelques technologies qui aujourd'hui arrivent sur le marché et qui ont vraiment pour but de prévenir la surcolonisation du staph qui, elle, donne sur la crise. Donc ça va être aussi des choses importantes. Après, si vous avez un eczéma vraiment pathologique, il faut vraiment consulter et avoir une prescription peut-être un peu plus systémique. Hein. Pour les eczémas sévères, l'aspect topique n'est pas suffisant. Allez, Alors, oui. justement, j'avais entendu parler, je suis là, derrière les haut-parleurs. J'avais entendu parler de tests en Amérique, notamment de crème à Staphylococcus epidermidis comme écran contre la prolifération des staphylocoques dorés dans les pathologies type dermatite atopique et tout. Est-ce qu'il y a des résultats de ces tests? Alors sur les staph epidermidis, non. Par contre, il y avait eu le staphylocoque hominis, des études du professeur Gallo à San Diego. Les résultats aujourd'hui ont été faits sur une très petite population. Hein. C'était une première phase 1. Là, il est en clinique sur une deuxième phase pour effectivement apporter un staphylocoque qui est normalement résident de la peau et apporter ce qu'on peut appeler finalement une greffe, c'est-à-dire remettre vraiment un staphylocoque qui manque. On n'a pas encore ces résultats. Allez, une dernière question. Oui, j'avais une question concernant la présence d'un animal domestique sur notre microbiote cutané. Alors, votre microbiote cutané, il va être très influencé avec votre environnement et ceux avec qui vous vivez. Et effectivement, on va avoir une différence entre des gens qui ont un animal dans leur foyer par rapport à une cellule familiale qui n'en a pas. Quel est après le bénéfice? Je pense que c'est le bénéfice qu'on attribue tous au bénéfice d'avoir une diversité dans notre microbiote, hein, c'est-à-dire que ce soit avec notre animal, que ce soit d'être en contact avec la nature. Cette exposition, elle est très bénéfique par rapport à enseigner notre système immunitaire à ne pas réagir de façon démesurée à des contacts. Donc finalement, pour l'instant, on sait qu'il y a une influence et je dirais que c'est plutôt une influence globalement de diversifier notre microbiome qui est bon pour l'immunité. Merci Magali Moreau, on vous Merci à applaudit vous. chaleureusement.